Bonjour. Avant de commencer de parler de mon livre qui fait en fait l'objet de cette conférence, même si au départ le titre de la conférence était « Ces femmes qui font la différence », le titre du livre qui est sorti de ma réflexion est « Être femme en Iran, quelle émancipation ?» Et avant de vous en parler, je voudrais quand même remercier encore une fois l'Académie royale de m'avoir donné la possibilité d'être parmi vous cet après-midi, donc en particulier évidemment Hervé Asquin, mais également Marie-Josée Simoun, qui m'a toujours encouragée à travailler dans ce sens, et en particulier à travailler sur les femmes. Je voudrais aussi signaler que Hervé Asquin, le jour où il m'a suggéré que peut-être ce serait bien que j'écrive un livre sur les femmes iraniennes, m'a pris un petit peu au dépourvu parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux encore écrire qui ne serait pas déjà écrit et qu'est-ce que je peux apporter de plus. Et puis finalement, j'ai relevé le défi et en me plongeant sur ce sujet, j'ai découvert moi-même des éléments auxquels je n'avais peut-être pas assez réfléchi auparavant et essayer donc de surtout mettre en évidence la complexité et les paradoxes qui caractérisent la situation de la femme en Iran. Donc c'est finalement de ce livre que je vais parler, pas de tous les éléments, de toute façon vous pourrez les trouver plus en détail dans le livre lui-même. Mais je vais vous en donner les grandes lignes et peut-être ce qui m'a le plus frappé. Je vais suivre à peu près le plan de ce livre, à savoir vous parler dans un premier temps de la prise de pouvoir de Khomeini et du grand espoir, Hervé Asquin l'a souligné, de son arrivée pour les femmes, ce qu'elles espéraient, et puis des illusions de ce qu'a été la conséquence de l'arrivée au pouvoir de Khomeini et par après de la lutte des femmes et des différentes manières dont elles essayent de survivre dans un régime qui ne leur donne pas du tout la place qu'elles voudraient avoir et qui finalement les a instrumentalisées. Et je pense que la question de l'instrumentalisation est un point important de ma présentation. Alors, je voudrais dans un premier temps finalement poser le cadre de ma présentation, quelques rappels. En 1979, en février, on va assister au retour triomphal de l'ayatollah Khomeini après des années d'exil et avec un accueil extrêmement important et très impressionnant de la population iranienne. On peut dire que dans cette prise de pouvoir de Khomeini, comme encore une fois Hervé Asquin l'a souligné, les femmes ont massivement participé au mouvement révolutionnaire. Elles ont massivement participé et cela peut sembler finalement un paradoxe. Un paradoxe, tout simplement parce que le régime qui précédait l'arrivée au pouvoir de Khomeini leur avait accordé énormément de droits. C'est sous le régime précédent que ces femmes avaient acquis le droit d'éligibilité et le droit de vote. Elles avaient acquis beaucoup de droits à travers des lois qui étaient passées sur la famille. Elles avaient acquis le droit de travailler où elles voulaient. Et cela peut sembler finalement bizarre que ces femmes soutiennent un régime ou surtout une personnalité qui n'est pas très sûre par rapport à ses positions. Ceci dit, il faut dire que Khomeini a fait miroiter monts et merveilles aux femmes en particulier, mais à la population iranienne bien évidemment
dans son ensemble, dans la mesure où ses discours avant sa prise de pouvoir ponctuent la place des femmes, la liberté à laquelle ils ont droit et la place importante et centrale qu'elles vont avoir dans le régime qui va être le sien. Ensuite, le soutien des femmes est probablement expliqué par le fait que, tout simplement, c'est une évidence, elles ne pensaient pas que leur situation allait se détériorer. Elles espéraient que cette situation et leur situation allaient s'améliorer, quelle que soit d'ailleurs la classe sociale à laquelle elles appartiennent. Et pour beaucoup de femmes, eh bien, le soutien à Khomeini a été aussi la dénonciation d'un féminisme d'État qui a été celui du régime Pahlavi et qui, somme toute, n'avait bénéficié qu'à une couche assez restreinte de la population, et on verra tout à l'heure comment l'appartenance aux classes sociales va jouer un rôle important et dans la situation des femmes et dans les réactions de ces femmes par rapport à leur situation. Ensuite, encore une fois, pour expliquer ce soutien qui semble paradoxal, eh bien, il y a le fait que beaucoup de femmes ne se retrouvaient pas dans les mouvements de libération des femmes qui avaient vu le jour sous le régime Pahlavi. Et donc, elles pensaient réellement que la prise de pouvoir de Khomeini allait améliorer leur situation, allait leur accorder enfin ce qu'elles méritaient, un respect qu'elles pensaient avoir et qui, pensaient-elles, n'avait pas été le respect accordé par le régime Pahlavi. Et puis il faut aussi dire que beaucoup d'Iraniens avaient été influencés par le discours d'un intellectuel qui a précédé la prise de pouvoir de Khomeini, qui était d'ailleurs mort avant la prise de pouvoir de Khomeini, et qui se nommait Ali Shariati. Et Ali Shariati avait écrit et avait beaucoup promu à travers ses discours les questions qui étaient liées à l'identité, et particulièrement à l'identité des femmes. Et il avait, dans ses discours, encouragé la participation politique des femmes à la vie donc publique, en faisant en particulier référence à deux personnages qui font écho chez les Iraniens, à savoir Fatemeh, qui était la fille du prophète, mais également la femme du premier imam des chiites, puisque c'est la religion de l'Iran, et qui symbolise la femme parfaite, surtout la mère parfaite, l'épouse parfaite. Donc il y avait beaucoup de références à cette femme-là. Et puis il y avait aussi beaucoup fait référence à un autre personnage qui a joué un rôle dans l'histoire du chiisme, mais qui va être gommé par la suite dans le discours islamique, à savoir Zainab. Et Zainab, c'est la sœur du troisième imam de Hossein et aussi du deuxième imam Hassan, qui a participé à une des batailles les plus symboliques pour les chiites, celle de Karbala, et qui a été assassiné avec tous les compagnons qui avaient participé à cette bataille et qui représentait la femme guerrière et la femme qui donc se bat et encourage ses compagnons à se battre. Alors cette image d'une femme participant au combat a été plus tard gommée. Zainab a un peu disparu des discours pour laisser la place uniquement à Fatemeh dans la mesure où elle présente la femme idéale en tant que mère et en tant qu'épouse. Alors ce discours avait fait écho déjà avant Khomeini et avait préparé d'une certaine manière le terrain pour le soutien de Khomeini. Et puis il faut aussi dire, et je m'arrêterai ici pour les raisons pour lesquelles les femmes ont soutenu Khomeini, que beaucoup d'Iraniennes
comme beaucoup d'Iraniens, se sont surtout investis dans une lutte anti-Shah plutôt que dans une lutte qui soutenait la théocratie qui va être promue par la suite par Khomeini. Il se fait que tous les espoirs qui étaient émis par les femmes dans la période pré-révolutionnaire vont être déçus. Déçus en tout cas pour une majorité d'entre elles, dans la mesure où une cascade d'interdictions va s'abattre très très rapidement sur les femmes, vraiment quelques jours après la prise de pouvoir de Khomeini. Quelques changements qui vont avoir lieu déjà au mois de mars, alors que Khomeini a pris le pouvoir au mois de février 1979. Le premier, peut-être le plus important, l'abrogation de la loi sur la protection de la famille. Ensuite, l'interdiction d'être juge, des droits plus important pour l'homme qui lui donne la possibilité de divorcer à peu près comme il veut. Les femmes ne peuvent plus servir dans l'armée comme elles le faisaient auparavant. Les femmes ne peuvent plus participer aux compétitions sportives comme elles le faisaient auparavant. Et j'en passe. Et on va garder, après l'arrivée de Khomeini, finalement, une image de la femme plutôt comme mère, comme épouse et surtout sœur, pleurant les martyrs, pleurant les martyrs, d'autant plus qu'il va y avoir bientôt la guerre Iran-Irak avec toutes ses conséquences. Et l'homme, en revanche, va être promu comme le héros, celui qui se bat pour la République islamique, tandis que la femme prend soin et pleure les conséquences de cette guerre. Et donc vont se mettre en place toute une série de mesures coercitives, des comités de purification et surtout une guerre contre ce que l'on appelle à l'époque les femmes occidentalisées. Et par occidentalisées, il faut entendre les femmes modernistes ou laïques. C'est vraiment les cibles principales. Et pourquoi ? Parce que ces femmes représentent dans le discours révolutionnaire toute la décadence européenne, occidentale, et également la décadence et le consumérisme du régime Pahlavi. Et c'est donc les campagnes d'intimidation se succèdent avec des comités, comme je l'ai dit, qui se mettent en place. Et puis, tout simplement, Khomeini va imposer, alors qu'il n'en parlait pas auparavant, le voile islamique. Le voile islamique, et tout cela, tous ces changements, finalement, se font dans l'indifférence presque totale des mouvements qui ont soutenu Khomeini. Et dans les mouvements qui ont soutenu Khomeini, il faut citer en particulier les mouvements de gauche et les libéraux qui ne vont pas vraiment réagir face à ces questions. Et très vite, malgré tout, les femmes réagissent. Les femmes vont réagir, les protestations vont être telles que le régime fait marche arrière, en tout cas dans son discours, et dit que tout ce qui était annoncé n'était pas vraiment des mesures qui vont être appliquées, et que donc ce ne sont que des projets qui sont mis en place. Néanmoins, on peut dire aussi que dans la période de protestation des femmes, et elle va être quand même importante, ces femmes vont être attaquées de manière très violente, elles vont être attaquées par des jets d'acide et toutes sortes d'autres éléments qui finalement vont faire qu'elles font marche arrière. Et puis dans cette répression des protestations des femmes, on peut déjà voir la marque de la rupture ou de classe qui se dessine en Iran,
puisque participent à la répression des femmes, surtout des hommes qui font partie des hommes les plus pauvres et des dévots qui sont mobilisés par le régime. Encore une fois, je mets l'accent sur le fait que les mouvements de gauche se sont désolidarisés en parlant des mouvements de femmes comme des mouvements qui représentaient un problème bourgeois qui serait réglé par la suite, et les femmes finalement étaient présentées comme des agents provocateurs pavant le chemin aux interventions américaines. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse par rapport à ce que je viens de dire pour dire quelques mots sur la question du voile, puisque ça va être une imposition du nouveau régime qui va être un symbole important et qui représente encore aujourd'hui un symbole important. Dans la période pré-révolutionnaire, les femmes qui avaient soutenu Khomeini avaient choisi de porter le voile en protestation à l'ancien régime et surtout comme symbole de leur résistance par rapport au régime Pahlavi. Elles avaient eu, d'une certaine manière, dans ce cadre-là, l'illusion de dessiner les lignes de leur futur, de façonner leur futur. Et elles avaient utilisé ce voile dans la mesure où, pendant longtemps, et en particulier sous le régime Pahlavi, c'est-à-dire de 1925 à 1979, mais déjà bien avant, à partir de la fin du XIXe siècle, le voile avait été présenté en Iran comme symbole de sous-développement. Et tous les modernistes, dès la fin du XIXe siècle, avaient promu le dévoilement. Et donc, on peut d'une certaine manière dire que ce dévoilement a été instrumentalisé par les modernistes de manière assez intéressante à la fin du XIXe siècle, tout simplement pour combattre des traditions qui étaient des traditions ancrées dans la vie quotidienne, à savoir des traditions homosexuelles et pédérastiques qui étaient courantes, et en ouvrant l'espace public et en dévoilant les femmes, on voulait d'une certaine manière, en exposant donc les femmes au regard des hommes, arrêter cette tradition qui semblait une tradition discutable pour un État et pour un pays qui se veut moderne. On pourra en rediscuter de cette question-là, je ne vais pas la développer maintenant. Ensuite, au XXe siècle, le voile a été instrumentalisé par le premier roi Pahlavi qui l'a carrément interdit. Son successeur, Mohamed Reza, va assouplir l'interdiction, mais cela va permettre au nouveau régime de transformer le voile, qui avait été interdit et qui avait été instrumentalisé dans le sens de la modernisation, de permettre à ce régime de présenter le voile comme symbole de l'authenticité culturelle et de présenter la femme voilée et finalement désexualisée comme une pièce maîtresse de la construction islamique. Et cette instrumentalisation est plutôt un rapport assez rapproché avec les écrits d'un écrivain, d'un intellectuel iranien qui a vécu, qui est mort en 1969, Jalal Ali Ahmad, qui avait écrit un livre traduit en français par le terme occidentalite. Vous imaginez donc ce que cela veut dire. C'est la maladie de l'Occident, Raghib Zadeghi. Et ce livre, l'Occidentalite, mettait l'accent sur le rejet de tout ce qui était tradition occidentale et l'accent sur la dégénérescence de la culture iranienne, en accusant la modernité qui était interprétée comme un processus essentiellement impérialiste et toxique, d'où le terme maladie. Et le symbole de cette maladie
de l'occidentalite, c'est la femme qui va commencer dans les écrits de Jalal al-Ahmad et puis qui va être suivie, elle va commencer à incarner toutes les maladies de la société. La superficialité, la consommation ostentatoire, l'apolitisme, la marchandisation de la sexualité, due elle-même au capitalisme, et j'en passe. Donc l'occidentalite, c'est une maladie dont la femme porte le virus et qui incarne la corruption morale. Donc il faut combattre cette maladie. Et cette maladie va être combattue en faisant la promotion de deux types de femmes, la femme militante, ça c'est l'idée qui a été reprise à Shariati, et puis la femme mère et donc femme au foyer, la femme traditionnelle qui est développée par un ayatollah de cette période. Donc en fait une injonction contradictoire. On demande à la femme en même temps d'être traditionnelle, puisqu'elle doit être mère, épouse, etc. Et en même temps, elle doit être présente publiquement. Et la meilleure manière de mettre tout cela ensemble, eh bien, ça va être de voiler la femme, de la voiler pour combattre la maladie. Donc le voile et la femme, le voile devient un petit peu le vaccin qui arrête cette maladie de la décadence due à l'Occident. Il protège l'homme et la femme contre cette maladie et dans le même temps immunise toute la population, puisque le voile va aussi être imposé à toutes les minorités religieuses qui n'ont pas la tradition du voile et qui devront se plier à cette tradition. Et donc, d'une certaine manière, eh bien, on peut dire tout simplement que, en faisant de cette question du voile et de la question des femmes l'enjeu de l'authenticité et de l'islamité, eh bien, le régime actuel va transformer la question des femmes comme aussi une mesure de la liberté et de la démocratie, dans le sens où tout changement dans le statut des femmes peut mettre en danger le régime lui-même, puisque cette femme est le symbole et le pilier de son authenticité. Et c'est une discussion qui continue encore aujourd'hui, dans la mesure où encore il y a quelques mois, on a eu une réaction d'Ali Khamenei, qui est le guide donc du pays actuellement, qui mettait l'accent sur le rôle de la femme en tant que mère, en tant que pilier de la famille, et le fait qu'elle devrait moins se soucier de travailler et d'étudier, mais plus se soucier de son mari et de sa famille. Ce discours a été suivi très très rapidement d'une réaction du président actuel, Rouhani, qui essayait de promouvoir l'égalité entre les sexes et qui a dit qu'il restait quand même un long chemin à faire avant de pouvoir faire face à un changement quelconque. Ceci dit, il y a quelques mois, en avril 2016, va être mis en place un nouveau corps de police des mœurs, qui est chargé de surveiller le port non conforme du voile, entre autres, et toute une série de comportements qui sont considérés comme non conformes. Et certains d'entre vous ont probablement fait attention à une nouvelle il y a quelques jours ou quelques semaines, qui est un nouveau discours de Khamenei qui met l'accent sur l'interdiction pour les femmes d'utiliser le vélo. Le vélo étant un symbole également provocateur et un symbole occidental à bannir. Cela va donner des réactions dont je parlerai dans quelques minutes. Et donc on peut dire, à côté de cela, que progressivement, l'inégalité va être institutionnalisée en Iran, tant
au niveau de la Constitution qu'au niveau des codes civils et pénal. Et donc, je ne vais pas énumérer tous les articles qui illustrent cette discrimination institutionnalisée, mais juste vous citer l'article 4 de la Constitution qui donne le ton, puisque dans cet article, il est bien mis en évidence que l'ensemble, et là je cite, l'ensemble des lois et des règlements civils, pénaux, financiers, économiques, administratifs, culturels, militaires, politiques et autres doit être basé sur les préceptes islamiques. C'est en fait tout dire, puisque dans tous les domaines, les préceptes islamiques auront donc préséance, et ce sont les faris du conseil de surveillance qui vont s'en charger. Nulle part plus que dans le mariage, cette inégalité et ces discriminations ne seront visibles, en particulier dans le contrat qui lie l'homme et la femme dans le mariage, un contrat qui est obligatoire et par lequel on met clairement en place tout ce qui doit être respecté au sein d'un mariage. Alors, ce contrat met l'accent sur le respect, en quelque sorte, aussi du choix du conjoint, mais surtout met l'accent sur un montant sur lequel les familles doivent se mettre d'accord et qui est un montant, la dot, qui doit être versé par le mari, par le futur mari, pour pouvoir avoir accès à son épouse, et accès est finalement le bon terme, puisque après le mariage, la femme a le droit de ne pas accepter d'avoir des relations sexuelles avec son mari s'il n'a pas versé la dot auparavant. Alors c'est en fait une somme ou un ensemble de biens qui donne accès à l'homme, qui donne à l'homme l'accès aux facultés reproductrices des femmes. Ça se voit très bien dans les possibilités qu'ils ont, et qui doit être couplé avec une autre notion importante dans le mariage, qui est la notion de nafaré. Nafaré, c'est la somme qui est versée par l'homme en plus pour le maintien du foyer. Alors, il y a des articles qui l'énoncent tout à fait clairement. Si la femme n'obéit pas à son mari, le mari a le droit de ne plus lui payer quoi que ce soit. Donc, il y a quand même des éléments, on pourra y revenir, qui sont des éléments importants qui institutionnalisent finalement l'inégalité et qui fixent le rôle des uns et des autres. Je ne vais pas vous parler de la possibilité de divorce des hommes. Je pourrais encore aborder beaucoup de questions, mais le temps ne me donne pas la possibilité de le faire. Ceci dit, en dépit de toutes ces inégalités institutionnalisées, on peut quand même dire que les femmes font ce qu'elles peuvent pour s'y retrouver dans les lois qui leur sont a priori défavorables, dans la mesure où elles vont avoir recours aux lois, mais là il faut une connaissance des lois, par exemple pour obtenir le divorce, alors que cela semble difficile au départ. Ensuite, on constate également que, par exemple, le nombre donc de divorces est en train d'augmenter, que le nombre de célibataires en Iran également est en train d'augmenter, que les rapports extraconjugaux sont également en hausse. D'ailleurs, le régime en parle, on a parlé d'abord en termes de mariage blanc, c'est-à-dire la cohabitation des non-mariés, et puis aujourd'hui, on parle en termes d'accouplement noir. Donc, ce sont des éléments qui existent dans l'Iran d'aujourd'hui,
mais ce sont des comportements qui illustrent malgré tout une émancipation relative de la sphère privée. Une émancipation qui secoue quand même le système patriarcal sur lequel est bien évidemment basé le régime islamique. Et donc j'en arrive à la deuxième partie de ma présentation, à savoir la manière dont les femmes iraniennes, je ne vais pas ici évoquer les hommes, mais ils ont aussi leur méthode, mais la manière dont les femmes iraniennes essayent de lutter tant dans la sphère privée que dans la sphère publique, comme elles le peuvent, parce que dans des pays comme l'Iran, où les contraintes sont immenses et où réagir peut aussi aboutir à un danger pour votre vie, il faut aussi déployer des stratégies diverses et fines pour pouvoir combattre les règlements et pour pouvoir s'en sortir. Et donc, je vais évoquer quelques exemples de lutte de femmes dans les deux sphères, de lutte où, encore une fois, la question de la classe sociale est importante. Parce que l'on parle beaucoup, quand on parle du statut des femmes dans les pays musulmans, de religion. On peut y ajouter, et j'y reviendrai, la question politique, elle est importante, mais il y a également à côté de tout cela des questions d'appartenance de classe. Les femmes de la bourgeoisie n'ont pas les mêmes, d'abord les mêmes préoccupations, puis elles ont d'autres moyens pour se battre que des femmes des classes défavorisées qui ont d'ailleurs tout à fait d'autres préoccupations. Et donc, dans les stratégies de résistance dans le domaine privé, je vais vous en citer quelques-uns et puis développer plutôt une de ces stratégies. La première à mettre en évidence, c'est l'éducation, les études universitaires en particulier. Ensuite, on peut citer toutes les stratégies mises en place dans le travail, comment faire pour travailler dans un pays où finalement le travail est fermé, le travail en public, dans le domaine public est fermé aux femmes, et puis des stratégies au niveau de la présentation de soi et de la gestion de sa vie personnelle. Ce que je voudrais développer plus particulièrement, c'est la question de l'enseignement, parce qu'on en parle énormément et que c'est présenté comme un des domaines où les femmes luttent le mieux contre le régime patriarcal. Et effectivement, quand on regarde les chiffres, on peut se dire que la femme iranienne est une femme qui étudie beaucoup. Puisque près de 60% des étudiants des universités sont des femmes, puisqu'elles sont un petit peu dans tous les domaines, en tout cas ceux qui sont ouvertes aux femmes. Donc elles sont aussi bien évidemment nombreuses dans les études secondaires. Je dis secondaires parce que dans les pays musulmans des alentours, ce n'est pas toujours le cas. Donc de ce point de vue, il y a quand même quelque chose d'important à mettre en évidence. Là où je pense que beaucoup se trompent, c'est la manière dont ils interprètent cette présence des femmes dans les universités. Bien évidemment, il y a une détermination des femmes pour changer leur situation, mais pas toujours comme on l'entend. Et puis s'il y a plus de femmes dans les universités, ça correspond aussi, n'enjolivons pas trop la situation, à une tendance générale dans le monde entier. Partout, il y a de plus en plus de femmes dans les universités, et puis en Iran, il y a aussi plus de femmes parce que les hommes ne sont pas intéressés tellement par les études universitaires, parce que les études universitaires n'amènent pas nécessairement à la possibilité de gagner de l'argent qu'ils pourraient gagner autrement. Mais malgré tout, bon, c'est une situation qui incommode beaucoup le régime islamique, qui estime que c'est un gaspillage des ressources nationales d'accepter les femmes dans les universités, ce d'autant plus que ces femmes, finalement, n'auront pas accès au travail.
puisque c'est un des pays musulmans où les femmes participent le moins au travail, et en particulier dans le secteur public. Alors, à quoi peuvent servir ces études universitaires? Eh bien, les femmes iraniennes, qui sont très malignes et qui essayent de tirer profit de toutes les situations, elles utilisent l'accès aux études pour modifier leur situation, leur statut social plus particulièrement, mais pas pour l'accès au travail, et c'est ça qui échappe à beaucoup d'observateurs étrangers en particulier, qui sont impressionnés par le nombre de femmes dans les universités. Alors ici, j'ai pris une photo qui montre surtout des femmes voilées en noir, mais la réalité des universités est un petit peu différente, parce que les jeunes filles qui fréquentent les universités, surtout à Téhéran, sont des filles qui se présentent de manière très sophistiquée, en couleur, maquillées, et c'est beaucoup plus coloré que la photo que vous avez devant vous. Et donc, parce que les femmes se trouvent dans une situation où elles ne vont pas pouvoir se servir de leur diplôme universitaire pour travailler, elles vont détourner ces diplômes universitaires pour améliorer leur statut dans la famille ou dans le couple. Alors, il y a d'autres éléments que je vais citer les uns après les autres. L'université, c'est aussi l'apprentissage de la liberté. Pour beaucoup d'entre elles, c'est la possibilité enfin d'échapper au contrôle familial. Surtout qu'elles peuvent aller de ville en ville pour faire leurs études. Elles ne font pas leurs études nécessairement dans la ville où elles sont nées, où se trouve toute leur famille et où tout le monde est en train de les surveiller. Elles peuvent également tout simplement utiliser les études supérieures pour s'accomplir, pour trouver une occupation dans une société où finalement on s'ennuie, parce qu'elles ne peuvent pas faire d'autre chose. Elles peuvent utiliser les études pour côtoyer des garçons. C'est aussi un moment de liberté, parce que finalement, elles peuvent, et vous voyez dans la photo, là, elles sont séparées, mais elles côtoient des garçons. Mais à défaut de pouvoir surtout valoriser le diplôme sur le marché du travail, les femmes mobilisent leur diplôme sur le marché du mariage. C'est-à-dire qu'elles vont utiliser ce diplôme comme un capital qu'elles mobilisent pour pouvoir négocier un meilleur mariage. Et comme beaucoup, elles veulent des maris de plus en plus riches et surtout des maris qui peuvent améliorer leur situation, leur mettre en place un travail d'indépendant, que sais-je. Donc le diplôme est devenu une voie vers un bon mariage. Évidemment, paradoxalement, le nombre d'années passées à l'université a d'une part un bon côté parce que ça retarde le mariage et elles ne sont pas nécessairement enclines à vouloir se marier, mais en même temps, cela rend les femmes surdiplômées. Et donc si elles veulent un mari qui a une meilleure situation, le marché du mariage se rétrécit parce qu'elles ont plus de diplômes que leur mari. Donc, elles vont aussi utiliser leur diplôme pour demander une dot plus importante. Donc, tout est bon pour pouvoir survivre dans les contraintes qui sont les leurs. Alors, à côté de cela, je vous ai montré tout à l'heure des photos sur la manière dont les femmes s'entretiennent au sein du mariage. Elles vont utiliser les diplômes, mais elles vont aussi utiliser leur beauté, et donc leur physique de manière à le rendre de plus en plus attrayant, de manière à trouver, encore une fois, le meilleur mari possible, et c'est ainsi qu'à Téhéran en particulier, plus peut-être qu'ailleurs, les corps
s'exposent, que les femmes essayent tout pour montrer leur beauté, que ce soit à travers le maquillage, à outrance, à travers les cheveux décolorés, des habits de couleurs vives, des vêtements moulants, de la chirurgie esthétique qui les transforme comme elles veulent, et elles vont en fait finalement tout faire pour attirer les hommes, mais également pour mettre en place l'envie des femmes. Il y a deux côtés. On fait en même temps, enfin d'une pierre deux coups, puisque le voile aussi d'ailleurs va aller dans ce sens. Et c'est ainsi que le voile devient pas seulement un instrument de contrôle du régime, mais c'est un accessoire de mode, et on en joue pour être encore plus, pour augmenter son attractivité et son élégance. Donc ce voile est parfois interprété comme signe de résistance aux interdits, mais c'est aussi un instrument de séduction non négligeable qui va sécuriser le futur et la recherche d'un mari. Voilà quelques initiatives privées avant de passer aux initiatives plus dans le domaine public. Vous avez tous vu cette campagne qui a été lancée par une jeune femme qui s'est rasé les cheveux en se disant que si je n'ai plus de cheveux, puisque ce sont les cheveux qui sont l'interdit et que c'est ça qui attire les hommes, tant qu'à faire, si j'ai plus de cheveux, j'ai plus besoin de porter de voile. Et donc ça a eu son succès. Et puis à partir du moment où Khamenei a interdit le vélo, il y a eu dans les réseaux Internet, les réseaux sociaux, pas mal de femmes qui se sont affichées avec le vélo pour défier l'autorité du régime. Maintenant, passons à la dernière partie, à savoir des initiatives qui sont des initiatives dans le domaine public, des résistances et des combats qui sont aussi assez nombreuses. Je ne vais peut-être pas vous parler des mouvements que l'on considère comme qu'on a intitulé plutôt féminisme islamique, dans la mesure où on en parle beaucoup et on pourra y revenir, mais c'est un mouvement qui a été initié en Iran face aux désillusions que le régime a entraînées en leur imposant toutes ces interdictions, mais peut-être parler d'un certain nombre de luttes dans des terrains qui peuvent sembler insolites pour l'observateur non initié, si j'ose dire. Alors, dans un pays caractérisé par l'autoritarisme et où finalement tout mouvement peut entraîner un danger pour la vie, on va essayer de mobiliser tout ce qui est possible pour protester. Alors, le sport est en particulier un domaine important de lutte pour l'égalité, et les femmes vont essayer une partie des femmes vont essayer de s'en servir pour faire passer leurs revendications. Alors pourquoi le sport? Parce que avec l'arrivée de Khomeini, certains sports ont été interdits. Aujourd'hui, les femmes participent, il y a eu une lutte pour cela, à quelques compétitions, mais surtout, l'accès au stade a été aux différents stades a été interdit aux femmes là où il y a les hommes qui participent. Le corps de l'homme étant d'une part un problème pouvant entraîner des problèmes d'attirance, mais aussi surtout si les femmes participent et sont spectatrices dans les stades, elles peuvent côtoyer les hommes et ça entraîne aussi des troubles de l'ordre public selon le régime. Et donc les femmes, elles vont jouer de cela pour
introduire de plus en plus de revendications. Là, vous avez un film qui a beaucoup fait parler de lui, puisqu'il parlait de femmes qui se déguisaient pour pouvoir avoir accès au stade. Ici, on a toutes sortes de revendications de femmes pour avoir encore accès au stade. Ici, il s'agit de l'étranger. Mais je voudrais vous parler en particulier d'une campagne qui s'est intitulée « La campagne de l'écharpe blanche ». Alors c'est une campagne par laquelle, qui a suivi une campagne de protestation et toute une série de revendications par slogan et par pancarte. Alors ça ne marchait pas parce que les femmes étaient arrêtées et maltraitées lorsqu'elles utilisaient elles faisaient la promotion de slogans qui allaient à l'encontre de la morale publique. Alors elles ont trouvé le moyen, beaucoup plus ingénieux, de mettre les slogans, d'inscrire les slogans sur des foulards blancs qu'elles portaient. Alors ça va vous sembler bizarre, mais la police ne peut pas enlever le foulard, puisque on doit porter le foulard. Et donc ça a eu son petit succès, et ça faisait passer, bien sûr, pas mal de messages, et puis en plus la police ne pouvait toucher au voile sous peine de dévoiler les femmes, puisque c'est inacceptable. Il y a pas mal de campagnes d'opinion qu'il faut aussi mettre en évidence, c'est-à-dire des campagnes d'interpellation des autorités publiques à travers les magazines, des campagnes d'interpellation tout simplement des hommes politiques, et puis la campagne qui a été la plus connue, celle qui a eu le plus de succès et au niveau international et au niveau iranien, c'est la campagne d'1 million de signatures pour l'abrogation des lois discriminatoires envers les femmes. Une campagne qui a été lancée en 2006, qui a d'ailleurs donné lieu à des prix internationaux, entre autres le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes et l'Anna Politkovskaya Award la même année. Donc on peut voir d'une certaine manière l'impact de ces campagnes, ce qui n'est pas toujours un point positif pour l'intérieur de l'Iran, parce que plus vos actions ont du succès à l'international, plus elles peuvent être interprétées comme de la manipulation impérialiste et plus elles vont vous créer des ennuis. Mais ceci dit, cela a eu comme conséquence de pouvoir au moins sensibiliser une partie de la population sur les discriminations juridiques dont faisaient l'objet les femmes, et puis faire prendre conscience à beaucoup de la situation dans laquelle elles se trouvaient. Et cette campagne a été quand même assez importante pour que celle qui l'avait lancée soit mise en danger, soit emprisonnées, et puis finalement beaucoup de militantes vont être arrêtées et la campagne va, après un certain succès, rester comme cela en suspens. Autre campagne que je voudrais évoquer, même si elle ne concerne pas beaucoup de femmes, c'est l'initiative Stop pour toujours aux lapidations, qui a été mise aussi en place en 2006. C'est une campagne réussie dans la mesure où elle a permis d'alerter l'opinion publique, tant interne qu'à l'extérieur, sur la question de la lapidation qui est normalement permise. Encore qu'aujourd'hui, avec toutes les campagnes, on a mis pas mal de restrictions, ou en tout cas de précautions autour de la lapidation. Vous me direz que les précautions, ça ne sert à rien puisque la lapidation existe quand même. Mais donc les femmes, surtout avocates, ont interpellé les parlementaires, et puis cette campagne a été suivie par une campagne internationale contre les lapidations. Elle n'a pas beaucoup intéressé au départ parce que finalement, les femmes lapidées, ce sont des femmes qui sont accusées d'être adultères.
l'adultère, c'est pas très bien vu dans la moralité, en tout cas islamique et iranienne. Donc, au départ, ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Il y a des questions beaucoup plus intéressantes et qui touchent beaucoup plus la population, mais néanmoins, cela a entraîné quand même des changements en ce qui concerne les lapidations. Et puis, je voudrais aussi vous citer une campagne dans les réseaux, qui est celle de la campagne Liberté furtive, qui a beaucoup de succès actuellement et qui donne la possibilité aux femmes de protester. Donc on voit à travers les réseaux sociaux et à travers ce compte Facebook en particulier, des femmes qui postent leurs photos en protestation sans voile, des femmes qui se présentent avec un vélo et toutes sortes d'images qui sont postées pour protester contre ce régime. Et donc, j'en arrive maintenant, et on pourra revenir sur des éléments, si vous voulez, que je les développe un peu plus, aux conclusions de ma présentation. Dans un premier temps, je rappelle donc que la question des femmes en Iran a toujours tenu une place centrale. Une place centrale dans la mesure où elle participe de la construction de l'État moderne ou moderne islamique. La figure de la femme est utilisée comme pilier de la nation, que ce soit au XIXe siècle ou que ce soit au XXe siècle. On sait qu'au XXe siècle, par exemple, le régime Pahlavi a utilisé la question des femmes pour mettre en évidence sa politique de modernisation. Alors, il faut quand même dire que la politique des Pahlavis visait la modernisation, mais pas la destruction des structures patriarcales. Il y a quand même une différence, mais elle avait donc, les Pahlavis avaient leur politique de genre. Eh bien, cette question des femmes va aussi, je l'ai dit, être mobilisée par le régime actuel comme pilier de l'authenticité, puisque les femmes incarnent l'impérialisme qui est combattu qui est combattu dans les discours révolutionnaires. C'est une question aussi qui est une question politique, et on le voit lorsque sont mis en place toutes sortes de réformes et qui visent finalement une image que l'on veut donner à l'extérieur. Quand on veut montrer l'authenticité, c'est aussi une question politique, plus qu'une image et une cause religieuse. Lorsque le président de la République, Rafsanjani, à la période où il était président, a essayé de assouplir les interdictions qui pesaient sur les femmes, c'était aussi pour montrer à l'extérieur, à l'international, que l'Iran faisait des choses pour les femmes et que ce n'était pas un régime si mauvais que ce que l'on pensait. Et donc la question des femmes donc est une question religieuse certainement, politique, mais également une question de classe sociale, comme je l'ai dit, et comme je vais en donner quelques éléments pour clôturer ma présentation. Alors, je l'ai expliqué, bien évidemment, les femmes ont essayé de contourner, détourner, résister dans la sphère privée comme dans la sphère publique à ce qui leur était imposé. Ceci dit, les réactions sont très diversifiées. Toutes les campagnes sont diversifiées et montrent la diversité des femmes. Il n'y a pas une femme iranienne, mais des femmes iraniennes, et les lignes de démarcation entre les groupes et entre les classes sociales
eh bien, sont très visibles dans les types de revendications que font ces femmes. Il y a une différence entre les femmes rurales et urbaines, entre les femmes religieuses et les femmes laïques, entre les pauvres et les riches, entre celles qui ont des connexions politiques et celles qui n'ont pas, et donc leurs aspirations, bien évidemment, sont différentes. Exemple, les femmes laïques, appartenant en particulier aux classes sociales supérieures, ont été les grandes perdantes de la Révolution, puisqu'elles ont subi le plus de changements dans leur vie. Elles ont été obligées de quitter l'espace public, elles ont été obligées de se plier aux vêtements islamiques, elles ont été obligées de réduire leurs activités, réorienter leur éducation, et j'en passe. Ce sont les mêmes restrictions qui ont d'ailleurs touché les femmes appartenant aux minorités religieuses. Dans le même temps, les femmes des classes défavorisées ont probablement trouvé l'opportunité par la Révolution d'accéder à l'espace public auquel elles n'avaient pas accès en raison de l'islamisation de cet espace qui réconfortait les familles traditionnelles et qui faisait que ces familles traditionnelles n'avaient finalement pas d'autres arguments pour interdire l'accès à l'espace public à leurs jeunes filles. Et cette démarcation que je viens d'évoquer s'illustre aussi dans les mouvements et les revendications de femmes. Par exemple, les femmes jeunes qui appartiennent, encore une fois, aux classes aisées, aspirent aujourd'hui à plus de liberté. Elles veulent échapper aux interdits, elles veulent échapper à la chape morale qui pèse sur elles et sur l'ensemble de la société, alors que les femmes de la classe moyenne vont plus insister sur l'accès à l'éducation et que les femmes les moins aisées, celles qui appartiennent aux classes défavorisées, elles sont préoccupées par tout à fait autre chose. Elles sont préoccupées par des questions liées à la survie quotidienne. Comment manger, comment comment accéder aux mesures de santé. Elles sont préoccupées par l'hygiène quotidienne. En fait, elles sont préoccupées par les besoins primaires, alors que d'autres ont des préoccupations extrêmement différentes. Et finalement, on peut dire que dans l'Iran post-révolutionnaire, 3 visions coexistent sur les relations de genre, tant au sein de l'élite que chez les femmes elles-mêmes. Une vision traditionnaliste qui met l'accent sur une conception totalement inégalitaire du genre, une vision néo-traditionnaliste qui met l'accent sur l'équilibre et la complémentarité entre les sexes, et puis une vision qui est une vision moderniste qui, elle, postule l'égalité et ne voit pas de contradiction entre la défense des droits des femmes et le fait, finalement, d'être un bon musulman. Et avant donc de clôturer ma présentation, vous dire donc qu'on a finalement en Iran des mondes opposés, les deux existent. Les deux existent. Il y a ce monde-ci qui est tout à fait présent et qui fait partie donc des femmes, qui est composé des femmes qui défendent l'authenticité islamique, encore une fois. Et puis, à côté, il y a également ces femmes qui se battent pour tout à fait autre chose, mais chacune revendique de combattre finalement pour sa dignité. Et parmi les personnes que je voudrais mettre en évidence avant de clôturer totalement, il faudrait quand même que je cite ou que j'évoque le fait que dans toute l'histoire de l'Iran, il y a des femmes d'exception, des militantes qui, en dépit de tout, ont combattu pour l'égalité et pour la dignité des femmes, que ce soit au XIXe siècle, début du XXe siècle, quelqu'un comme Taj el-Saltaneh, qui était la fille
d'un des rois de l'époque qui a fondé la société littéraire, qui s'est battu contre la polygamie, qui s'est battu pour le divorce et qui, vous le voyez, se montre non voilée. Des femmes qui, comme Farrokh Parsa, était une femme qui s'est battue pour l'égalité, qui était ministre sous le dernier Pahlavi, qui a été condamnée à mort et exécutée par le nouveau régime, mais également d'autres femmes comme Simin Behbahani, qui était la présidente de l'association des écrivains iranien, qui est une très grande poétesse, qui était une très grande poétesse, qui le reste encore iranienne, qui a été arrêtée lorsqu'elle avait 82 ans et qu'elle était presque aveugle, mais qui a été combattue jusqu'au bout. Le prix Nobel de la paix 2003, Shirin Ebadi, que vous connaissez certainement, qui elle également a combattu pour le droit des femmes, qui est aussi en exil. Quelqu'un comme Shahla Sherkat, qui a promu un magazine qui défendait une vision, qui défendait aussi le droit des femmes, dont le magazine est fermé et qui se trouve en exil également. Et puis Nasrin Sotoudeh, une grande avocate qui a défendu les droits de l'homme, qui a défendu les prisonniers politiques, qui a été prix Sakharov du Parlement européen en 2012, qui n'a cessé d'être arrêté, relâché, rejugé, mais qui n'a jamais cessé son combat. Elle est donc accusée de subversion et de conspiration contre l'État. Et donc, c'est avec cela que je clôture ma présentation en vous remerciant pour votre attention.